Lors du dîner, mon fils a dit à haute voix, « Au moins, le nouveau mari de maman n'est pas un loser comme toi. » Je n'ai rien répondu. Le lendemain matin, sa voiture avait disparu et son compte universitaire avait été gelé. Ce soir-là, mon ex-femme m'a appelé en panique. Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne. Ce n'est que le début, et votre soutien compte énormément. Si vous aimez ces histoires, pensez à vous abonner pour nous aider à atteindre nos 1000 premiers abonnés. Merci d'être là. Le contexte. Cela s'est passé il y a environ un mois et, honnêtement, je suis encore en train de digérer toute la situation. Je n'aurais jamais imaginé vivre un tel drame à mon âge. Edperton, nous y voilà. D'abord, un peu de contexte, j'ai 45 ans et j'ai divorcé de mon ex-femme, Sarah, il y a environ 3 ans. Nous avons un fils ensemble, Taylor, qui a 19 ans et est en 2e année à l'université. Le divorce a été compliqué, et Sarah a tout fait pour retourner Taylor contre moi durant toute la procédure. L'année dernière, elle s'est remariée avec un type nommé Brad, qui travaille dans la vente et se prend pour quelqu'un d'important parce qu'il conduit une BMW et porte des costumes coûteux. Taylor adore Brad et me compare constamment à lui de manière peu flatteuse. La réalité. La vérité, c'est que je ne m'en sors pas mal dans la vie. Je travaille comme ingénieur électricien et je gagne très bien ma vie. Je suis propriétaire de ma maison et j'ai de solides économies. Mais je ne suis pas tape à l'œil comme Brad. Je conduis une berline pratique et je m'habille simplement. Sarah a convaincu Taylor que ça faisait de moi un perdant. L'accord de divorce. Pendant le divorce, Sarah s'est battue pour tout, la pension alimentaire, la garde, absolument tout. Elle voulait le maximum de pension et que j'ai des droits de visite limités. Mais le tribunal n'a pas été de son avis. Nous avons fini avec une garde partagée et une pension alimentaire raisonnable. Dans le cadre de l'accord, j'ai proposé de payer les frais d'université de Taylor, les frais de scolarité, le logement et les repas. Je voulais m'assurer qu'il ait toutes les chances, peu importe ce qu'il se passait entre Sarah et moi. Elle a accepté cet arrangement. Je paie environ 30 000 $ par an pour ses études. C'est une université privée et assez chère, mais je voulais lui offrir la meilleure éducation possible. J'ai mis en place des virements automatiques et j'ai donné à Taylor une carte de crédit pour couvrir ses autres dépenses liées à l'université. Le manque de respect. Depuis le divorce, Taylor est devenu de plus en plus irrespectueux envers moi. Sarah encourage ce comportement et Brad ne fait rien pour y mettre fin. Les dîners en famille, quand Taylor me rend visite, sont devenus des épreuves de patience. Il passe son temps à me comparer à Brad. Selon lui, Brad est plus réussi, plus drôle, plus généreux. Brad l'emmène en voyage, lui achète des vêtements de marque. Moi, je suis juste le type qui paie ses études et lui offre un foyer stable. L'histoire de la voiture. Taylor voulait une voiture pour l'université. Sarah a insisté pour que je la lui achète. L'accord de divorce ne mentionnait rien sur une voiture, mais Taylor a beaucoup insisté. Finalement, j'ai cédé. Je lui ai acheté une Honda d'occasion, fiable et appropriée pour un étudiant. Taylor n'était pas satisfait. Il voulait une voiture tape à l'œil, comme la BMW de Brad. Je lui ai expliqué qu'une voiture d'occasion et fiable était le choix le plus sensé. À contre-cœur, il a accepté. Mais il n'a pas cessé de se plaindre. La dégradation. Pendant des mois, notre relation s'est détériorée. Chaque appel téléphonique était une énumération des qualités extraordinaires de Brad. Chaque week-end passé avec moi semblait être une punition à ses yeux. J'ai essayé de créer des moments pour renouer. Quelques semaines avant l'incident du dîner, je l'ai emmené à la pêche, comme quand il était petit. Pendant tout le trajet, il n'a fait que se plaindre. Brad a un meilleur bateau. Ses sorties au lac sont bien plus amusantes. Je n'ai pas pu profiter de 5 minutes sans entendre le nom de Brad. La manipulation de Sarah. Sarah avait intensifié sa campagne contre moi. À chaque retour de chez elle, Taylor arrivait avec de nouvelles histoires sur la merveille qu'était Brad. J'avais toujours été un bon père. Je n'ai jamais manqué un match, ni une réunion à l'école. J'ai toujours été présent. Mais soudainement, tout cela ne comptait plus, parce que Brad avait plus d'argent et conduisait une BMW, alors que moi, je conduisais une Honda Accord. Des week-ends tendus. Taylor passait un week-end sur 2 chez moi. Les visites devenaient de plus en plus tendues. Il arrivait le vendredi soir en agissant comme si ma maison était une prison. J'essayais de parler avec lui de ses cours ou de ses amis. Il répondait par des monosyllabes. Il était évident qu'il aurait préféré être ailleurs. L'hypocrisie. Ce qui me frustrait le plus, c'était son hypocrisie. Taylor vivait confortablement grâce à mon soutien financier, mais il se comportait comme si j'étais un poids mort. Ses frais de scolarité de 30 000 $ par an, sa chambre, son plan de repas, ses livres, ses vêtements. Tout cela venait de mon travail acharné. Mais dans son esprit, j'étais quand même le méchant de l'histoire. Le dîner fatidique. Le mois dernier, Taylor est venu pour sa visite habituelle du week-end. J'avais prévu de l'emmener dîner dans un bon restaurant, car je voulais que nous passions un moment de qualité ensemble. Je pensais qu'on pourrait peut-être avoir une conversation sans drame, juste pour une fois.
J'ai choisi un restaurant italien qu'il aimait bien. Un endroit où nous étions allés plusieurs fois lorsqu'il était plus jeune. Un lieu chargé de bons souvenirs. J'espérais que cela améliorerait son humeur. J'ai réservé pour 19 heures et je lui ai demandé de bien s'habiller, car nous allions dans un endroit spécial. Quand nous sommes arrivés, Taylor semblait de meilleure humeur que d'habitude. Il a dit qu'il aimait l'endroit et a même souri quand le serveur nous a conduits à notre table. Pendant un moment, j'ai eu de l'espoir. Un début prometteur. Le dîner a bien commencé. Nous avons parlé de ses cours, de ses projets pour les vacances d'été. Taylor avait l'air détendu, et j'ai cru que nous allions peut-être passer une soirée agréable. Cela a duré environ une trentaine de minutes. Il m'a parlé d'un projet d'ingénierie pour l'un de ses cours. Pour la première fois depuis des mois, il semblait vraiment enthousiaste à propos de quelque chose lié à ses études. J'étais fier. Je lui ai posé des questions sur les détails techniques, et pendant quelques instants, c'était comme avant. Quand nous pouvions encore avoir de vraies conversations. Le tournant amer. Mais ensuite, Taylor a commencé à parler des vacances que Sarah et Brad préparaient pour lui au printemps. Un voyage coûteux en Europe qui, honnêtement, semblait hors de portée pour la plupart des gens. Taylor n'arrêtait pas de parler. Il décrivait les lieux qu'ils allaient visiter, les hôtels, les expériences uniques que Brad avait organisées. Il parlait de Brad comme d'un héros, pas simplement comme du mari de sa mère. J'ai commis l'erreur de lui demander si c'était Brad qui allait payer ce voyage ou si cela venait du fonds universitaire que je finance. Taylor s'est braqué. Il a dit que cela ne me regardait pas. Que Brad était généreux, contrairement à certaines personnes. L'escalade. À partir de là, tout a dégénéré. Taylor a commencé à comparer la générosité de Brad avec ma supposée radinerie. Il a reparlé de la voiture, disant que Brad lui aurait acheté quelque chose de vraiment bien, pas cette vieille Honda. Selon lui, Brad le comprenait. Brad savait ce dont il avait besoin. Et moi, je ne pensais qu'à ce qui était pratique. J'ai essayé de changer de sujet, mais Taylor ne s'arrêtait pas. Il a commencé à énumérer toutes les façons dont Brad était supposément meilleur que moi, plus réussi, plus amusant, plus compréhensif. Selon lui, Brad incarnait tout ce qu'un père devrait être. L'injustice. Ce qui faisait le plus mal, c'était l'injustice. Brad n'était dans sa vie que depuis moins de 2 ans. Il n'avait jamais passé une nuit blanche quand Taylor avait de la fièvre. Il n'avait jamais passé des heures à l'aider avec ses devoirs de maths. Il n'avait jamais été là dans les moments difficiles. Brad arrivait juste avec des cadeaux coûteux et des aventures excitantes. Pendant ce temps, c'était moi qui payais tout ce qui comptait, ses études, sa nourriture, sa santé, son logement. Mais cela ne comptait pas. Parce que ça ne venait pas dans un bel emballage brillant avec un ruban doré. Ma tentative de raisonner. J'ai essayé de lui expliquer que la stabilité que je lui offrais était une forme d'amour. Que le soutien financier était aussi une façon de prendre soin de lui. Mais Taylor ne voulait rien entendre. Dans son esprit, tout se résumait à celui qui faisait les gestes les plus grands et les plus spectaculaires. La tension montait. Les autres clients du restaurant commençaient à remarquer notre dispute. Taylor haussait la voix. J'essayais de rester calme, mais je sentais ma patience s'effriter. J'étais venu dans l'espoir de me reconnecter avec mon fils, et au lieu de cela, j'étais en train d'être humilié. En public. La goutte d'eau. Et alors, Taylor a dit, à haute voix, pour que tout le restaurant puisse entendre. Au moins, le nouveau mari de maman n'est pas un loser comme toi. Il l'a dit avec un sourire arrogant. Comme s'il était fier de m'humilier. Je suis resté immobile, le regardant. Je voyais les gens des autres tables nous observer. Je me sentais honteux, furieux, exposé. Le silence qui a suivi était assourdissant. Taylor semblait se rendre compte qu'il avait dépassé une limite. Mais dans son regard, il n'y avait pas de culpabilité. Juste du défi. C'était comme s'il voulait voir jusqu'où il pouvait aller. Combien de fois il pouvait me cracher au visage sans que je réagisse. Le départ en silence. J'ai simplement demandé l'addition. Nous sommes partis sans dire un mot. Le serveur, qui avait clairement tout entendu, m'a regardé avec compassion en prenant ma carte bancaire. Même un inconnu pouvait voir à quel point le comportement de mon fils était déplacé. Le retour. Le trajet en voiture a été tendu. Taylor n'a rien dit. Je l'ai déposé à sa résidence universitaire, je lui ai dit que je le verrais dans 2 semaines pour sa prochaine visite. Il a haussé les épaules. Pas une excuse. La réflexion du soir. Ce soir-là, je me suis assis chez moi, seul. À repenser à tout. Les mots de Taylor résonnaient dans ma tête. Loser. C'est ainsi que mon propre fils me voyait. Après 18 ans de sacrifice. Après avoir fait des heures supplémentaires pour payer ses études. Après avoir été là à chaque moment important. J'étais un loser à ses yeux. Et c'est là que j'ai compris. J'avais permis son manque de respect en continuant à le soutenir financièrement alors qu'il me traitait comme une ordure. J'étais tellement focalisé sur le fait d'être un père stable, responsable, que j'en avais oublié de lui apprendre la base, le respect. J'ai passé la nuit blanche. Non pas à me demander comment j'avais échoué en tant que pourvoyeur,
Mais comment j'avais échoué en ne posant pas de limite? En ne lui apprenant pas qu'il y a des conséquences. La décision. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je savais exactement quoi faire. J'ai pris mon téléphone. J'ai passé quelques appels. D'abord, j'ai appelé la banque. Et j'ai annulé la carte de crédit de Taylor. La conseillère m'a demandé s'il y avait une activité suspecte. Je lui ai expliqué que je retirais simplement un utilisateur autorisé de mon compte. Le processus a été simple, puisque j'étais le titulaire principal. Ensuite, j'ai appelé le service du trésor de l'université de Taylor. J'ai demandé à ce qu'un blocage soit appliqué sur les futurs prélèvements de son compte étudiant, jusqu'à ce que je puisse les approuver personnellement. En tant que payeur principal, j'en avais parfaitement le droit. La responsable universitaire m'a expliqué que cela signifiait que Taylor ne pourrait plus utiliser son plan repas ni accéder à certains services tant que le blocage ne serait pas levé. Récupération de la voiture. Enfin, j'ai appelé mon assureur et j'ai retiré le véhicule de Taylor de ma police. Puis, j'ai conduit jusqu'à sa résidence étudiante et, à l'aide de ma clé, j'ai récupéré la Honda. Elle était garée sur le parking étudiant. Je l'ai simplement ramenée chez moi. La voiture était immatriculée à mon nom. Taylor en était seulement un utilisateur autorisé. Légalement, j'avais tous les droits de la reprendre. En rentrant, je ressentais un mélange de tristesse et de détermination. Je ne voulais pas en arriver là. Je ne voulais pas apprendre à mon fils de 19 ans la notion de conséquence de cette manière. Mais nous étions arrivés à un point où les mots ne suffisaient plus. Les conséquences immédiates. À midi, le compte universitaire de Taylor était gelé. Sa voiture avait disparu. Sa carte de crédit a cessé de fonctionner quand il a tenté d'acheter son déjeuner. Je pouvais l'imaginer, confus, ne comprenant pas ce qui se passait. Je ne l'ai pas appelé pour lui expliquer. Je pensais qu'il était assez intelligent pour faire le lien. S'il voulait me traiter de loser, alors il pouvait vivre un peu sans le soutien financier de ce loser. Les doutes du soir. Ce soir-là, alors que j'étais dans mon bureau à la maison, les doutes ont commencé à surgir. Avais-je été trop dur? Avais-je réagi de manière excessive? Mais alors, je me suis souvenu de son visage quand il a dit loser. De sa froideur. De sa certitude. Je me suis souvenu de chaque fois où il m'avait comparé à Brad. De chaque plainte à propos de mes cadeaux. De chaque fois où il avait agi comme si être chez moi était une punition. Il avait repoussé les limites pendant des mois, et moi, pour préserver la paix, je n'avais jamais imposé de vraies conséquences. Les appels désespérés. Ce soir-là, mon téléphone a commencé à sonner. D'abord Taylor. Je n'ai pas répondu. Puis Sarah. Elle a appelé encore et encore. Je n'ai pas répondu non plus. Je n'étais pas prêt pour son drame. Ses messages vocaux sont passés de la colère à la supplication. Dans le troisième, elle me suppliait presque de la rappeler. En arrière-plan, j'entendais Taylor pleurer. Il faisait enfin face aux conséquences de vivre sans mon soutien. La confrontation avec Sarah. J'ai décroché au 6e appel. Sarah était hystérique. Elle me demandait ce que j'avais fait. Pourquoi je punissais Taylor. Elle disait qu'il pleurait, qu'il ne comprenait pas pourquoi sa voiture et sa carte ne fonctionnaient plus. Je lui ai répondu calmement que Taylor avait clairement exprimé qu'il me considérait comme un loser. Donc, j'avais supposé qu'il n'avait plus besoin de l'aide d'un homme qu'il jugeait inutile. Sarah est restée silencieuse. Quelques secondes. Puis elle s'est mise à crier à propos de l'accord de divorce. Elle disait que j'étais obligé de financer les études de Taylor. Je lui ai rappelé que demander du respect et un minimum de décence n'était pas excessif en échange de 30 000 $ par an. Les arguments de Sarah. Elle a tenté de défendre Taylor, disant que ce n'était qu'un adolescent, qu'il ne pensait pas ce qu'il disait. Je lui ai répondu que Taylor avait 19 ans. Il était à l'université. Il était assez grand pour comprendre que ses actes ont des conséquences. Ne mords pas la main qui te nourrit, lui ai-je dit. Elle a alors changé de ton. Elle a pleuré. Supplié. Dit que j'étais en train de ruiner l'avenir de Taylor. Qu'il ne pourrait pas continuer l'université sans mon aide. J'ai répondu. Taylor aurait dû y penser avant de me traiter de loser dans un restaurant bondé. La conversation s'est terminée quand Sarah m'a raccroché au nez après que j'ai refusé de réactiver ses comptes. Je savais qu'elle rappellerait. Les messages de Taylor. Taylor a essayé de m'appeler plusieurs fois dans la soirée. Je n'ai pas répondu. Je ne parlerai pas tant qu'il ne serait pas prêt à avoir une vraie conversation. Les messages ont commencé sur un ton en colère. Pourquoi t'as fait ça? C'est pas juste. J'ai besoin de la voiture pour aller en cours. Mais au fil des heures, et alors que la réalité s'installait, son ton a changé. Papa, s'il te plaît réponds. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne peux pas acheter de nourriture. Ma carte ne fonctionne plus. Comment je vais faire pour aller bosser sans voiture? Pour la première fois, Taylor faisait face aux vraies conséquences de son comportement. L'intervention de Brad. Le lendemain, Sarah a rappelé. Cette fois avec Brad en ligne. Brad, d'un ton conciliant,
a dit qu'on pourrait peut-être trouver une solution. Que Taylor a compris la leçon. Qu'il était vraiment désolé. Je lui ai répondu. Si tu crois vraiment qu'il a retenu la leçon, tu peux te charger de payer ses études. Il y a eu un long silence. La générosité de Brad avait ses limites. Surtout quand il s'agissait de sortir son propre argent. Pendant des mois, Brad avait pu jouer le rôle du beau-père amusant, simplement parce que c'était moi qui payais toutes les dépenses importantes. Mais face à l'idée de devoir sortir 30 000 $ par an, son vrai visage est apparu. Les menaces juridiques. Sarah a repris le téléphone. Elle a dit qu'elle allait me poursuivre en justice. Elle a affirmé que l'accord de divorce m'obligeait à payer l'université de Taylor et je ne pouvais pas m'arrêter simplement parce que j'étais blessé. Je lui ai répondu de transmettre mon numéro à son avocat. Que je parlerais volontiers avec le mien. La vérité, c'est que l'accord stipulait effectivement que je devais payer les frais universitaires de Taylor. Mais il n'était écrit nulle part que je devais tolérer des abus émotionnels en échange. J'étais prêt à défendre devant le tribunal que le respect et la décence élémentaire étaient des conditions raisonnables pour continuer à bénéficier d'un soutien financier. Les réactions dans la famille. Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu des appels de plusieurs membres de la famille qui avaient entendu parler de l'histoire. Ma mère m'a appelé, inquiète pour Taylor, mais elle comprenait aussi ma position. Elle avait remarqué à plusieurs reprises le comportement irrespectueux de Taylor envers moi lors des réunions de famille, et m'avait dit en privé qu'il fallait que quelque chose change. Ma sœur aînée était partagée. D'un côté, elle s'inquiétait pour l'avenir académique de Taylor et pensait que j'avais peut-être été trop dur. Mais de l'autre, elle avait été témoin direct des façons dont Taylor me parlait, et elle a admis que si l'un de ses enfants lui avait parlé ainsi, elle aurait probablement réagi de la même façon. Certaines personnes pensaient que j'avais été trop strict, tandis que d'autres estimaient qu'il était grand temps que Taylor fasse face aux conséquences de ses actes. Le soutien de mon frère. Mon frère m'a dit qu'il soutenait entièrement ma décision. Lui aussi avait été témoin de l'attitude irrespectueuse de Taylor et pensait qu'il avait besoin d'un rappel à la réalité. Mon frère cadet m'a raconté une histoire concernant son propre fils adolescent, qui avait commencé à agir de façon similaire, bien que moins extrême. Il m'a dit qu'il hésitait depuis un moment à fixer des limites, et que mon expérience lui avait permis de comprendre qu'attendre trop longtemps ne faisait qu'empirer les choses. Autre soutien. J'ai aussi reçu des appels inattendus de collègues et d'amis, mis au courant par des rumeurs. Un collègue dont le fils était passé par une phase similaire m'a expliqué comment ils avaient géré la situation, et m'a assuré que l'établissement de limites fermes avait, au final, renforcé sa relation avec son enfant. L'appel de Taylor. Taylor m'a finalement appelé 3 jours après le gel de ses comptes. Il pleurait et m'a dit qu'il regrettait profondément ce qu'il avait dit au dîner. Il m'a supplié de lui rendre l'accès à sa voiture et à sa carte de crédit, et il a promis qu'il serait plus respectueux à l'avenir. La conversation a duré près d'1 heure. Taylor avait l'air sincèrement brisé et repentant. Il m'a raconté qu'il avait dû emprunter de l'argent à ses amis pour manger, qu'il marchait plusieurs kilomètres pour aller à son travail à temps partiel, et qu'il avait dû expliquer à ses amis pourquoi il n'avait soudainement plus de voiture. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est quand Taylor m'a avoué qu'il avait beaucoup réfléchi à notre relation, et qu'il s'était rendu compte qu'il m'avait pris pour acquis. Il a dit qu'il n'avait jamais vraiment apprécié tout ce que je faisais pour lui, parce que j'avais toujours été là, comme une évidence. Fixer de nouvelles conditions. Je lui ai dit que les excuses, c'était facile. Ce qui comptait vraiment, ce sont les actions. Je lui ai expliqué que s'il voulait continuer à recevoir mon soutien financier, il devait me montrer un respect sincère, pas seulement quand il avait besoin de quelque chose, mais tout le temps. Cela signifiait, plus de comparaison avec Brad, plus d'insultes envers mes choix de vie. Taylor a accepté mes conditions et semblait vraiment désolé pour son comportement. Je lui ai dit que je réfléchirais à rétablir ses comptes, mais que les choses allaient être différentes désormais. Il allait devoir regagner ma confiance et mon soutien. Lui accorder une seconde chance. Après avoir parlé avec Taylor, j'ai décidé de lui donner une nouvelle chance. J'ai réactivé son compte universitaire pour qu'il puisse poursuivre ses études, mais j'ai laissé la voiture et les cartes de crédit suspendues. Je lui ai dit qu'il pourrait les récupérer s'il démontrait un comportement respectueux et constant sur la durée. Confronter Sarah. J'ai aussi eu une conversation avec Sarah sur la nécessité de poser des limites. Je lui ai dit clairement que si elle continuait à encourager l'attitude irrespectueuse de Taylor envers moi, je retirerais définitivement mon soutien financier. Elle devait choisir entre nourrir sa rancune envers moi ou garantir l'éducation de son fils. Sarah n'était pas ravie de cet ultimatum, mais elle a compris que je ne plaisantais pas. Elle a accepté de ne plus saboter ma relation avec Taylor et s'est engagée à l'encourager à être plus respectueux. Reste à voir si elle tiendra parole. Une conversation révélatrice. Cette conversation avec Sarah a été particulièrement révélatrice. Pour la première fois depuis des années, j'avais toute son attention. Durant tout le divorce et après, j'avais eu le sentiment que mes mots ne comptaient pas, que mes émotions étaient invisibles. Mais une fois que l'avenir académique de Taylor était en jeu, tout à coup, mon opinion importait beaucoup. J'ai posé des règles claires, plus de commentaires dénigrants à mon sujet devant Taylor, plus de comparaisons entre Brad et moi, et plus d'interférences avec mon autorité parentale.
Je lui ai dit que si Taylor revenait de chez elle en me manquant de respect, je considérais qu'elle alimentait cette attitude. Sarah a d'abord tenté de se défendre en disant qu'elle ne pouvait pas contrôler ce que Taylor pensait ou disait. Mais je lui ai fait remarquer qu'elle avait très bien réussi à influencer ses opinions sur moi pendant 3 ans. Si elle avait réussi à le monter contre moi, elle pouvait aussi l'encourager à me respecter. Amélioration de la relation. Fait surprenant, toute cette situation a amélioré ma relation avec Taylor. Perdre sa voiture et sa carte lui a fait comprendre à quel point il dépendait de mon soutien. Il a été bien plus respectueux dans nos échanges et a cessé de me comparer sans cesse à Brad. Période d'ajustement. Les semaines qui ont suivi ont été une période d'adaptation pour tout le monde. Taylor a dû apprendre à vivre avec un budget bien plus serré. Il ne pouvait plus manger dehors quand il le voulait, ni faire des achats impulsifs. Il a dû être plus stratégique dans la façon dont il dépensait. Ses amis ont remarqué les changements. Taylor m'a avoué plus tard que c'était humiliant d'avoir à expliquer pourquoi il n'avait plus de voiture, ou pourquoi il ne pouvait pas payer quand il sortait. Certains de ses amis ont été compréhensifs, d'autres beaucoup moins. Et pour la première fois, Taylor a vu de près comment le statut social peut changer quand tes moyens changent. Vivre avec des restrictions. Taylor vit toujours sans voiture et utilise du liquide pour ses dépenses. Je lui ai dit qu'il pourrait retrouver ses privilèges s'il continue à me montrer, jour après jour, respect et reconnaissance pour tout ce que je lui offre. Jusqu'à présent, il semble faire un véritable effort. Nos appels téléphoniques ont complètement changé. Là où Taylor semblait auparavant ennuyé ou agacé, il est désormais plus attentif à entretenir une bonne relation avec moi. Gratitude sincère. Taylor a commencé à me remercier pour des choses qu'il considérait auparavant comme acquises. Quand j'ai réactivé son compte universitaire, il m'a appelé expressément pour me remercier. Lorsque je lui ai envoyé de l'argent pour ses manuels, j'ai reçu un message détaillé m'expliquant à quoi il servait, accompagné de mots de gratitude pour mon soutien. Le silence de Brad. Brad, lui, est resté remarquablement silencieux depuis qu'il a compris que sa générosité serait mise à l'épreuve si j'arrêtais d'aider Taylor. Il est facile d'être le beau-père amusant et généreux quand quelqu'un d'autre paie toutes les factures importantes. Les véritables couleurs de Brad sont apparues quand il a été confronté à la réalité d'une responsabilité financière. Ce qui m'agaçait chez lui n'était pas sa richesse ni son succès, je respecte les personnes qui réussissent par leur propre travail, mais sa volonté de saper ma relation avec mon fils tout en profitant de mon argent. C'était hypocrite de critiquer mon style de vie alors que Taylor vivait confortablement grâce à mon labeur. Maintenant que Brad a compris qu'il pourrait devoir financer le mode de vie auquel Taylor s'était habitué, son attitude envers moi a changé. Il n'est plus cet antagoniste arrogant qu'il a été. Lors de notre dernier appel, il avait même un ton presque conciliant, comme s'il avait enfin compris que je n'étais pas l'ennemi dans cette histoire. Leçon apprise. Toute cette expérience m'a appris que le soutien financier doit aller de pair avec des attentes claires de respect. J'étais tellement concentré sur le fait de subvenir aux besoins de Taylor que j'avais oublié d'exiger qu'il me traite avec dignité. En tant que père, c'était mon erreur, et je devais la corriger. J'ai eu le temps de réfléchir à mes erreurs parentales. Pas celles liées à un manque de moyens, j'en ai donné bien plus que nécessaire, mais celle d'avoir négligé l'instauration de limites et l'importance d'attentes comportementales claires. J'avais voulu être le père sympa après le divorce, et j'avais permis à Taylor de me traiter d'une manière que je n'aurais jamais tolérée de personne d'autre. Établir davantage de limites. Dans les semaines suivantes, j'ai commencé à fixer d'autres règles. Je lui ai dit que s'il voulait discuter au téléphone avec moi, il devait être pleinement présent, pas de réseaux sociaux, pas de télévision pendant nos conversations. Je lui ai aussi demandé que, lorsqu'il me rendait visite, il participe aux activités familiales au lieu de rester enfermé dans sa chambre à se plaindre. Au début, Taylor a résisté à ces nouvelles règles. Il était habitué à m'ignorer tout en profitant des avantages. Mais une fois qu'il a compris que je parlais sérieusement, il a commencé à s'adapter. Un tournant décisif. Environ un mois après l'incident initial, Taylor m'a demandé s'il pouvait venir chez moi un week-end qui ne lui était pas réservé. Il disait vouloir me parler de quelque chose d'important. C'était totalement différent de son comportement habituel, où les visites semblaient être une corvée. Ce week-end-là, dès son arrivée, il m'a demandé qu'on s'assoie ensemble pour avoir une vraie conversation sur ce qu'il ressentait. Il m'a expliqué qu'il m'en voulait depuis le divorce et qu'il avait exprimé cette colère de manière injuste. Il a avoué avoir utilisé Brad comme arme pour me blesser, car il savait que les comparaisons me faisaient mal. Honnêteté émotionnelle. C'était la première fois en plusieurs années que Taylor me parlait avec une telle honnêteté émotionnelle. Il a reconnu qu'il me reprochait de ne pas avoir plus lutté pour sauver le mariage, même s'il savait intellectuellement que le divorce n'était pas uniquement de ma faute. Il portait cette colère depuis des années et l'avait dirigée contre moi. Il m'a aussi parlé de la pression exercée par Sarah pour qu'il prenne parti pendant le divorce. Il disait s'être senti obligé de choisir un camp, et qu'il était plus simple de m'en vouloir, puisque je ne le manipulais pas émotionnellement comme elle. Une conversation douloureuse mais essentielle. Cette conversation a été douloureuse, mais essentielle. Elle m'a permis de comprendre que le comportement de Taylor n'était pas seulement un manque de respect, c'était aussi une manifestation de douleur non exprimée et d'un conflit de loyauté. Mais j'ai aussi été clair,
Comprendre ses motivations n'excusait pas tout. Je lui ai expliqué que le divorce avait été difficile pour tout le monde, y compris pour moi. Je lui ai parlé des nuits d'inquiétude, de mes angoisses de père célibataire, et de l'impact que ses paroles et comportements avaient sur moi. Parler de Brad. Nous avons aussi parlé de Brad et de son rôle dans notre conflit. Taylor a admis qu'il l'avait utilisé comme une arme pour me blesser, en me comparant systématiquement à lui, parce qu'il savait que ça me faisait mal. Il a reconnu que c'était injuste, car Brad et moi avions des rôles très différents dans sa vie. Je lui ai dit que je n'avais aucun problème avec le fait qu'il s'entende bien avec Brad. Au contraire, je l'encourageais. Mais leur relation ne devait pas se faire au détriment de la nôtre. Je lui ai dit qu'il y avait de la place dans sa vie pour nous deux, tant qu'il y avait du respect mutuel. Progrès constant. Dans les semaines suivantes, Taylor a commencé à respecter ses engagements. Nos conversations téléphoniques sont devenues plus riches. On ne parlait plus seulement de banalités, on abordait ses objectifs, ses défis, ses projets d'avenir. Taylor a aussi commencé à s'intéresser sincèrement à ma vie. Il m'a posé des questions sur mon travail, mes passe-temps, et même mes relations amoureuses. C'était rafraîchissant de voir mon fils me considérer comme une personne à part entière, et pas seulement comme un distributeur automatique. Reconquérir ses privilèges. Environ 6 semaines après l'incident initial, Taylor m'a demandé s'il pouvait récupérer sa voiture. Il m'a montré qu'il avait changé. Je lui ai dit que j'étais satisfait de ses progrès, mais que je voulais encore observer de la constance avant de lui rendre entièrement ses privilèges. Taylor a accepté sans protester, ce qui était une preuve supplémentaire de sa maturité. L'ancien Taylor aurait discuté ou boudé. Un système de récompense. Le nouveau Taylor semblait comprendre que la confiance se reconstruit avec du temps et des efforts continus. J'ai donc mis en place un système où il pouvait regagner ses privilèges, petit à petit. Je lui ai dit que s'il continuait à faire preuve de respect et de reconnaissance pendant un mois supplémentaire, je lui rendrais la voiture, mais avec certaines conditions. Il devait maintenir un niveau minimum de résultats scolaires, continuer à me respecter, et contribuer au paiement de son assurance auto avec son salaire de job étudiant. Cette structure lui donnait des objectifs clairs à atteindre, et me permettait de récompenser son comportement sans relâcher les attentes. Elle lui a aussi enseigné une leçon précieuse, les privilèges s'accompagnent de responsabilités, une notion qui avait manqué dans son éducation jusque-là. Amélioration générale. Et depuis, toutes ses relations, avec moi, avec la famille, et même avec lui-même, semblent aller dans une meilleure direction. Pendant ce temps, ma relation avec Sarah s'est également améliorée, même si elle reste tendue. Une fois qu'elle a compris que je parlais sérieusement quand je menaçais de retirer mon soutien financier si elle continuait à saboter ma relation avec Taylor, elle a changé d'attitude. Elle a cessé de faire des commentaires désobligeants à mon sujet devant lui, et a même commencé à l'encourager à me traiter avec plus de respect. Un soir, Sarah et moi avons eu une longue conversation téléphonique, au cours de laquelle nous avons enfin discuté honnêtement de l'impact du divorce sur notre fils. Elle a admis avoir été tellement en colère contre moi qu'elle avait perdu de vue ce qui était réellement bon pour Taylor. Elle a reconnu que le fait de nourrir son manque de respect envers moi n'avait aidé personne. Elle ne s'est pas directement excusée pour son comportement, mais elle a accepté que nous devions collaborer en tant que parents, au lieu d'utiliser Taylor comme un pion dans nos conflits. Ce fut un petit pas, mais un pas important vers une coparentalité plus saine. Le changement chez Brad. Brad aussi a modifié son comportement. Il a arrêté de faire des remarques sur mon style de vie ou mes décisions en tant que père. Lors des rares interactions que nous avons eues, il a été poli et respectueux. Je crois qu'il a compris qu'il n'avait rien à gagner à m'antagoniser, surtout en considérant que Taylor dépendait encore grandement de mon soutien financier. Réflexion sur ma décision. Certains pourraient penser que j'ai été trop dur. Mais je ne suis pas d'accord. Taylor est un adulte, et il doit comprendre que les relations sont réciproques. On ne peut pas maltraiter quelqu'un et s'attendre à ce que cette personne continue à vous soutenir financièrement simplement parce qu'il y a un lien familial. Cette expérience m'a appris des leçons précieuses sur la parentalité après un divorce. Je me suis rendu compte que j'avais été tellement obsédé par l'idée de ne pas être le père méchant que j'en avais oublié l'essentiel, poser des limites et faire respecter les conséquences. Leçon sur le soutien financier. J'ai aussi compris que fournir un soutien financier sans exiger de respect pouvait être nuisible pour un jeune adulte. Taylor vivait dans une bulle où ses actions n'avaient aucune conséquence réelle. En retirant mon aide, je l'ai forcé à affronter la réalité, ses décisions affectent ses relations et ses opportunités. Avec le recul, j'aurais aimé poser ces limites bien plus tôt. Mais mieux vaut tard que jamais. Taylor a compris que ses actes ont des conséquences, et moi, que soutenir quelqu'un ne signifie pas accepter les abus. Résultat positif. Globalement, le résultat est positif. Taylor est plus respectueux. Sarah est moins encline à me saboter. Et Brad a compris que son rôle de beau-père avait des limites. Parfois, l'amour ferme est le seul moyen de réinitialiser des dynamiques familiales devenues toxiques. Rétablissement progressif. Environ 3 mois après l'incident initial, Taylor avait montré un changement suffisamment stable pour que je me sente prêt à lui rendre la majorité de ses privilèges. Je lui ai rendu sa voiture, mais à condition qu'il paie lui-même l'assurance et l'essence.
Je lui ai aussi donné une nouvelle carte de crédit, mais avec une limite bien plus basse et l'avertissement clair qu'elle serait immédiatement annulée en cas d'abus. Taylor a accepté ces conditions avec gratitude, sans se plaindre. Cette réaction m'a montré, plus que n'importe quel discours, qu'il avait vraiment appris de cette expérience. L'ancien Taylor aurait protesté contre ces restrictions ou se serait montré victime. Le nouveau Taylor savait qu'il avait regagné ses privilèges. Et qu'il lui faudrait adopter un comportement responsable et constant pour les conserver. Une transformation des week-ends. Nos week-ends ensemble ont changé du tout au tout. Au lieu de compter les minutes avant de repartir, Taylor a commencé à planifier des activités à faire ensemble. Nous sommes retournés à la pêche, une chose que nous n'avions pas faite depuis des années. Nous avons aussi commencé à travailler sur des projets à la maison, ce qui lui a permis d'apprendre des compétences pratiques tout en partageant du temps de qualité. Acceptation sociale. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que Taylor a commencé à inviter ses amis chez moi. Pendant des années, il avait agi comme si venir chez moi était une punition. Mais désormais, il semblait à l'aise d'intégrer sa vie sociale à mon espace. Ses amis étaient polis et respectueux. Il était évident que Taylor leur avait parlé de moi en bien. Une nuit, alors que Taylor et quelques amis regardaient un film dans le salon, j'ai entendu une conversation qui m'a fait sourire. L'un de ses amis a commenté à quel point la maison était sympa, et Taylor a répondu fièrement, en parlant de certaines des améliorations que nous avions faites ensemble. La première fois depuis des années. C'était la première fois depuis des années que j'entendais Taylor parler positivement de son temps passé avec moi. Un rappel constant. La voiture est toujours dans mon garage, depuis les premiers jours qui ont suivi l'incident. Mais elle n'est plus un symbole de punition. Aujourd'hui, elle me rappelle simplement à quel point les choses ont changé. Taylor me demande souvent quand il pourra la voir sur le campus. Je lui réponds qu'il pourra le faire après avoir démontré 6 mois de comportement respectueux et constant. Jusqu'ici, il progresse bien. Mais il reste encore du chemin à parcourir. Un système efficace. Le système que j'ai mis en place fonctionne. Taylor sait que ses privilèges sont directement liés à son comportement. Quand il est respectueux et responsable, il gagne en liberté et en soutien. Lorsqu'il fait des erreurs ou retombe dans de vieux schémas, il y a des conséquences immédiates, mais justes. Leçon pour tous. Toute cette situation a été une leçon pour chacun d'entre nous. Taylor a appris que le soutien financier n'est pas inconditionnel. Sarah a compris que ses actions ont un impact direct sur l'avenir de son fils. Et moi, j'ai appris que poser des limites est non seulement nécessaire, mais une forme essentielle d'amour parental. J'espère que Taylor prendra cette leçon à cœur et deviendra une meilleure personne grâce à elle. Il a le potentiel d'être à la fois brillant et bienveillant, mais il devait comprendre que traiter les gens avec respect est aussi important que réussir dans la vie. Des améliorations inattendues. Paradoxalement, la relation entre Taylor et Brad s'est aussi améliorée. Une fois que Taylor a cessé de l'utiliser comme une arme pour me blesser, il a pu construire une relation plus authentique avec son beau-père. Il n'avait plus besoin de glorifier Brad pour me rabaisser, et pouvait enfin apprécier sincèrement les qualités que Brad apportait à sa vie. De son côté, Brad semble avoir développé un nouveau respect pour mon rôle de père. En découvrant ce que cela coûte réellement de soutenir un étudiant, il a gagné une nouvelle appréciation pour les sacrifices que j'ai faits toutes ces années. Nos interactions sont désormais cordiales, voire respectueuses. Confiance retrouvée. Cette expérience a également renforcé ma confiance en tant que père. Pendant des années après le divorce, j'ai douté de mes décisions, me demandant si j'étais trop sévère ou pas assez amusant comparé à la nouvelle famille de Taylor. Mais poser et maintenir des limites m'a montré que mes instincts parentaux étaient bons. J'étais juste trop effrayé pour leur faire confiance. Optimisme pour l'avenir. En regardant vers l'avenir, je suis optimiste quant à ma relation avec Taylor. Nous avons bâti une base de respect mutuel qui n'existait pas auparavant. Taylor comprend maintenant que je tiens à notre lien au point de le protéger, même si cela signifie prendre des décisions difficiles. Et j'ai appris que parfois, l'acte d'amour le plus profond consiste à fixer des limites fermes. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse offrir, c'est la responsabilité. Taylor devait apprendre que ces actes ont des conséquences, et que toute relation exige un respect mutuel. Ce fut une leçon douloureuse pour nous deux, mais absolument nécessaire. Progrès constant. La transformation n'a pas été parfaite. Taylor fait encore des erreurs de temps en temps, et je dois parfois lui rappeler les règles et les attentes. Mais ce qui a changé, c'est qu'il comprend maintenant qu'il y a des normes à respecter, et des conséquences réelles s'il ne les suit pas. Et surtout, Taylor commence à voir notre relation comme quelque chose de précieux. Quelque chose qui mérite d'être protégé. Il ne considère plus mon soutien comme acquis, ni ma présence dans sa vie. Leçon partagée. J'ai compris que toute relation exige de l'effort, de la constance et du respect mutuel. Cette expérience m'a rendu, je crois, meilleur père, et elle a aussi aidé Taylor à devenir un meilleur jeune adulte. Ce n'est pas le chemin que j'aurais choisi. Mais parfois, les leçons les plus importantes naissent des épreuves les plus difficiles. Taylor a tout ce qu'il faut pour réussir et pour être une belle personne. Et désormais, il sait que traiter les autres avec respect,
est tout aussi important que n'importe quel autre objectif dans la vie.